Alors, bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'aller vite. Je suis désolé parce qu'effectivement, il faut rattraper un peu de retard. Alors, au départ, on était censé parler, si vous avez vu le programme il y a à peu près une semaine, on devait parler de la loi renseignement. Et puis, juste pour vous la faire courte, la loi renseignement, nous a été présentée, le texte a été présenté au Conseil des ministres le 19 mars dernier. On a eu le texte du projet de loi qui fait quelques dizaines de pages le lendemain, le 20. Commission des lois le 1er avril. Le débat a commencé le 13 avril et dès le 16 avril, tous les articles du texte de loi étaient déjà adoptés. Donc tout était voté, tout était examiné par les députés. Et le 5 mai, donc pour la forme, il y a eu un vote solennel, mais bon, on va dire en moins d'un mois, on est passé de la présentation, donc de la révélation du texte à son adoption par les députés. Et là, au moment où on parle, donc les sénateurs sont en train de travailler, essayer de faire des petites modifications, mais vraiment de cosmétiques, rien, tout est fait, donc c'est un peu la stratégie du rouleau compresseur, du bulldozer, c'est-à-dire que le gouvernement a essayé d'aller au plus vite pour faire adopter la loi. Pourquoi? Parce qu'il y avait, moi ça fait 10 ans que je m'intéresse à ces sujets de droit sur Internet, de loi, et j'avais jamais vu ça, c'est-à-dire un ensemble extrêmement large, divers, variés de représentants de la société civile. Alors évidemment, vous avez des gens qui sont attendus comme la Quadrature du Net ou Reporters sans frontières, mais vous avez aussi des choses un peu plus surprenantes. L'Association française des victimes du terrorisme, qui est opposée au projet de loi, alors qu'a priori, le projet de loi renseignement, quand il a été présenté par le gouvernement, c'était entre autres pour permettre de faciliter la lutte contre le terrorisme. Vous avez aussi beaucoup d'institutionnels, le Conseil national du numérique, la CNIL, la Commission nationale de consultative des droits de l'homme, qui est opposée au projet de loi. Vous avez des personnalités, y compris des juges antiterroristes comme Marc Trévidic ou Alain Marceau, qui sont opposés au projet de loi. Et donc à la base, aujourd'hui, on devait se voir pour avoir un débat sur le projet de loi renseignement. Le problème, c'est que j'ai eu un appel la semaine dernière de Volodia, je ne sais pas s'il est dans la salle, et qui m'a dit, on a un petit problème, c'est qu'il n'y a personne pour défendre le projet de loi renseignement. Donc faire un débat quand il n'y a que des gens qui sont contre, ça ne va pas être possible. Donc j'ai dit, ok, il va falloir que je parle tout seul, mais je ne me voyais pas, moi, parler, faire un débat avec moi-même pendant une demi-heure ou 45 minutes. Puis je me suis dit, de toute façon, on a déjà tout dit sur le projet de loi renseignement. Vous pouvez lire les articles que j'ai écrits sur Numérama, vous pouvez aller voir les confrères sur Next Impact, sur Le Monde, sur E89. Tout, quelque part, a été dit, et puis de toute façon, surtout, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut, on peut avoir toute la mobilisation qu'on veut, le projet de loi, il est fait, il va passer. Et donc, la réflexion, ça a été, est-ce qu'on ne peut pas inscrire le projet de loi renseignement, cette conférence sur le projet de loi renseignement, dans un contexte un peu plus global, voir ce qu'on peut en dire. Et alors là, j'ai réfléchi, je me suis dit, on est dans une conférence avec des gens vraiment dynamiques, qui adorent les technologies, qui sont des start-upers et tout, donc comment on va pouvoir présenter les choses? Et je me suis dit, je vais faire un cours de droit. Non, bon. Alors j'avais prévu au départ de vous faire un peu la genèse du projet de loi, des droits de l'homme, de comment les droits de l'homme sont nés après la Seconde Guerre mondiale, vous parlez de vie privée, de liberté d'expression, vous citez les articles qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc., de vous dire que grâce à la liberté d'expression, le Conseil constitutionnel, et grâce à la loi Hadopi, il faut la remercier, on ne la remerciera jamais assez, la liberté d'expression a permis de dégager un droit d'accès à Internet, qui est reconnu maintenant également au niveau de l'ONU, et au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous dit qu'il y a lieu de reconnaître un droit d'accès sans entrave à Internet. Donc voilà, le droit Internet est un droit de l'homme, quelque part à part entière. Et puis j'avais même prévu un petit troll qui était de vous dire que finalement, au bout d'une certaine réflexion juridique, vous dire que remettre en cause la neutralité du net, c'était remettre en cause les droits de l'homme. Voilà, et donc il fallait que les opérateurs privés en prennent conscience. Finalement, on va parler surtout aujourd'hui de liberté d'opinion et de liberté d'expression. Alors, liberté d'opinion, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez mal, puisqu'on en a très peu parlé pendant, on va dire, tout le XXe siècle. Les droits de l'homme, c'est surtout né après la Seconde Guerre mondiale, en tout cas au niveau international. Et la liberté d'opinion, c'était un droit qui était essentiellement théorique. On disait, voilà, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais c'était assez évident, puisque de toute façon, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans vos têtes. C'est ce qu'on appelle le fort intérieur, c'est-à-dire que vous avez la liberté de penser ce que vous voulez, encore heureux, quoi. Personne ne peut savoir ce que vous pensez. Éventuellement, on peut voir l'opinion que vous exprimez, mais on ne peut pas savoir l'opinion que vous avez dans votre fort intérieur.
Donc ce qui se passait dans votre cerveau, c'était à vous, on ne pouvait pas sonder ce qu'il y avait dedans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre notre cerveau dans ce qu'on appelle le cloud, les nuages. On va y mettre nos favoris, donc les sites qu'on aime aller lire, qui disent aussi des choses sur nos opinions. Si vous êtes plutôt lecteur du Figaro ou plutôt lecteur de Libération, ça ne dit pas tout à fait la même chose sur vous. On va y mettre les sites que vous fréquentez régulièrement, quand vous synchronisez votre navigateur avec un fournisseur, votre historique est analysé, ou quand vous allez même simplement naviguer sur Internet, votre historique est analysé. Vos vidéos que vous regardez sur YouTube ou les musiques que vous écoutez sur Deezer ou Spotify, tout ça c'est mis dans le cloud et ça dit aussi quelque chose de vous. Si vous êtes plutôt Michel Sardou ou plutôt U2 ou plutôt un quelconque rappeur, ouais, ça ne dit pas tout à fait la même chose sur éventuellement vos opinions. Vous allez aussi mettre vos contacts, avec qui vous parlez, qui vous appréciez ou qui vous appréciez moins. Qui dit quoi sur Internet, qui parmi vos contacts vous allez aller lire absolument tous les tweets ou les publications sur Facebook. On va savoir également les livres que vous achetez, mais pas seulement les livres que vous achetez, mais aussi les livres que vous lisez. C'est-à-dire qu'auparavant, quand vous alliez acheter un livre, vous le laissez dans la bibliothèque, personne ne le savait. Aujourd'hui, vous allez acheter un livre sur un service en ligne, un livre dématérialisé. Si vous ne le lisez pas, le fournisseur le sait. Et on va même savoir ce que vous stabilotez, les pages que vous marquez, les marque-pages, les passages que vous surlignez dans les livres, tout ça, c'est synchronisé dans le cloud. Et puis, quelque chose auquel on ne pense pas toujours, c'est les informations sur ce que vous ne faites pas. Si vous n'êtes pas lecteur du Figaro, ça dit quelque chose sur vous. Si vous allez voir certaines vidéos sur YouTube, mais que vous n'allez jamais regarder de vidéos terroristes, par exemple, ça dit qu'a priori, vous n'êtes pas terroriste. Donc tout ça, vous le mettez dans votre cerveau sur le cloud, et votre cerveau devient une sorte d'ordinateur, de base de données qui est exploitable pour essayer de comprendre quelles sont vos opinions. Donc le cerveau qui, pendant tout le XXe siècle, vous appartenait, quelque part, il vous appartient un petit peu moins, même si on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est le cas. Et là, je me suis amusé justement à voir comment Google analysait mon cerveau. Ça, c'est mes centres d'intérêt selon le service publicitaire de Google. Donc, c'est toutes les catégories qui sont vendues. C'est vraiment mon profil. Alors, il y a quelques aberrations, mais globalement, c'est relativement vrai. Et tout ça, donc, c'est des catégories qui sont vendues aux annonceurs. Et alors, juste pour l'anecdote, en préparant la conférence, je me suis rendu compte que Google savait que je m'intéressais au sujet du renseignement antiterrorisme et qu'a priori, ça pouvait même intéresser les annonceurs. Donc, je me demande bien à qui ils vendent ça, mais voilà. Et alors, le problème, c'est que l'État s'est dit, pourquoi pas nous? À partir du moment où Google peut, ou Google ou d'autres, hein, Facebook, Twitter, enfin, ils le font tous, peut connaître les opinions de quelqu'un, pourquoi moi, État, j'aurais pas le droit de le faire? Ou en tout cas, ça peut être intéressant que je le fasse. Et donc, c'est la fameuse question des boîtes noires qui sont dans le projet de loi renseignement, où l'idée, c'est de détecter les opinions sur Internet, de détecter des comportements suspects. C'était dit comme ça dans le projet de loi initial. On va détecter des comportements qui peuvent prévenir des menaces terroristes. On va repérer, en fonction des activités de chacun qui disent un peu les opinions des gens, ce qu'on peut faire, enfin, quels sont les terroristes qui se cachent parmi les internautes. Et ce qui nous est vendu, c'est que ce n'est pas de la surveillance de masse. On nous dit, mais non, ce n'est pas de la surveillance de masse, en fait, on va aller chercher des aiguilles dans une botte de foin. Ce qui nous intéresse, c'est l'aiguille, ce n'est pas la botte de foin. Mais il faut quand même la botte de foin. Donc là, en droit, on se retrouve avec un principe qui est le principe de proportionnalité, c'est que vous ne pouvez pas tout faire. C'est la fin ne justifie pas tous les moyens, si vous voulez. Et je trouve que ce qui est bien résumé, c'est donc Navi Pillay, qui est la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, qui dit qu'il ne suffit pas que les mesures de surveillance soient ciblées pour trouver certaines aiguilles dans une botte de foin. Ce qui est important, c'est de regarder l'effet sur la botte de foin, c'est-à-dire sur vous, sur moi, sur tout le monde. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est surveillé? Alors, vous connaissez peut-être le principe du panoptique. C'est une prison circulaire dans laquelle vous avez un surveillant qui est au centre, dans une tour. Vous savez qu'il y a un surveillant. Vous êtes prisonnier, vous savez qu'il y a un surveillant, mais vous ne savez pas qui il regarde. Potentiellement, il peut regarder tout le monde. Ça dépend de la direction à laquelle il est. Donc, vous allez avoir tendance à vous tenir à peu près carré. Vous n'allez pas faire d'écart, vous allez rester dans le règlement de la prison, puisque si jamais vous faites un écart, potentiellement,
Le surveillant va le savoir, il va vous sanctionner. Et donc tout le principe du projet de loi renseignement où on vous dit « Vous inquiétez pas, tant que vous n'avez pas un comportement de terroriste, vous ne serez pas concerné, on ne va pas aller regarder quel est votre nom, qu'est-ce que vous faites sur Internet, mais c'est simplement si des algorithmes détectent que vous avez un comportement anormal qu'on va s'intéresser à vous. » C'est exactement le principe du panoptique. C'est de dire « Restez tranquille, soyez des bons petits citoyens qui obéissez bien aux lois, et vous serez tranquille. » Alors aujourd'hui, on parle de terrorisme, mais la technologie peut très bien être développée demain pour d'autres choses, tout type de crime ou de délit, et puis la loi, que peut-être vous considérez qu'absolument toutes les lois sont acceptables aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elles seront demain. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez protéger la vie privée. Alors quand je dis vous, c'est que je m'adresse à priori, un public où il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de start-upers, des financeurs de start-up, et comme disait Lawrence Lessig, code is law, c'est-à-dire que les choix technologiques que vous allez faire peuvent protéger la vie privée de vos utilisateurs, ou les choix de modèles économiques peuvent protéger la vie privée des utilisateurs. Comment ? Notamment, par exemple, en appliquant un chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que vous vous interdisez, quand vous offrez un service à vos utilisateurs, de savoir ce que vos utilisateurs font du service. Le destinataire a la clé, l'expéditeur a la clé, mais vous, quand vous stockez un message chiffré, vous êtes incapable de déchiffrer ce qu'il y a dedans. Et on a vu quand même des acteurs qui commencent de plus en plus, en gros depuis les révélations d'Edward Snowden, c'est devenu un vrai sujet. Apple le fait parce que Apple, son business, c'est pas de vendre la vie privée des gens, ils sont dans autre chose. Donc ils ont été quasiment les premiers à le faire avec FaceTime et iMessage. Et puis vous en avez d'autres un peu plus obscurs. Voilà, si vous voulez, vous avez la liste sur le site de l'EFF, des applications de messagerie qui chiffrent de bout en bout comme ça. Et puis bon, c'est qu'un exemple, mais vous avez le pouvoir de protéger la vie privée des utilisateurs. Donc ça, c'était pour la partie liberté d'opinion. Liberté d'expression, c'est, une fois que vous avez des opinions, est-ce que vous pouvez les exprimer ou pas? Mais c'est aussi autre chose, la liberté d'expression, qui est moins connue, c'est la liberté de pouvoir accéder à des informations. J'avais dit, je ne vais pas faire un cours de droit, je vais juste citer un article, parce que pour moi, il est essentiel, c'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur la liberté d'information, justement. Donc, le départ, c'est, tout le monde connaît à peu près, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Très bien. Mais il y a la fin. Et ça implique le droit de rechercher, de recevoir ou de répandre sans considération de frontières les informations et les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est-à-dire que la liberté d'expression, ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas accéder, si vous ne pouvez pas écouter la personne qui parle. Et c'est tellement important qu'au lendemain de la guerre, en 1946, donc ils en savaient un petit peu quelque chose sur la guerre et les horreurs de la guerre. La toute première résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, les toutes premières lignes, c'est-à-dire faut comprendre le côté extrêmement symbolique et fort. Ça a été pour parler de la liberté d'expression, enfin de la liberté d'information. Et l'ONU avait dit, donc la liberté d'information, c'est un droit fondamental de l'homme, et c'est la pierre de touche de toutes les libertés. C'est-à-dire que si vous retirez la liberté d'accéder aux informations, vous pouvez parler de droits de l'homme, ça ne sert plus à rien, de toute façon. Vous retirez ce qui fait la fondation des droits de l'homme. Et il concluait en disant « La compréhension et la collaboration entre les pays sont impossibles sans une opinion mondiale saine et vigilante, ce qui exige une entière liberté de l'information. » C'est-à-dire que le droit d'accéder aux informations, y compris des prétendus ennemis, c'est la paix. Et la censure, c'est la guerre. Censurer, c'est mettre de l'huile sur le feu au niveau de la guerre. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit en France? On voit ça. C'est-à-dire que depuis quelques mois, vous avez aujourd'hui, quand vous allez sur des sites internet, des sites qui sont bloqués, où on vous dit, en rouge, vous avez été redirigé vers cette page du site du ministère de l'Intérieur car vous avez tenté de vous connecter à un site dont le contenu incite à des actes de terrorisme ou fait publiquement l'apologie d'actes de terrorisme. Qui juge de ça? Pas un juge. C'est le ministère de l'Intérieur directement. C'est-à-dire que depuis une loi de novembre 2014, la police peut dire ce site internet, vous ne savez pas lequel parce que la liste est secrète, la liste des sites qui sont bloqués sont envoyés aux fournisseurs d'accès internet de façon confidentielle. Ce site incite à des actes de terrorisme ou fait publiquement apologie d'actes de terrorisme, personne ne peut vérifier, aucun juge n'a vérifié. Et parmi les sites, il y en a un qui s'appelle islamicnews.info, qui est un média, un blog, qui était tenu par quelqu'un qui était en Belgique,
qui se trouve être un blog qui exprimait des vues, plutôt des vues géopolitiques, géostratégiques, qui sont plutôt celles de l'État islamique. Mais moi, quand j'ai vérifié, parce que il me semble qu'il y a un réflexe démocratique pour tout journaliste, normalement, c'est quand vous censurez un média, d'essayer de vérifier qu'il soit censuré pour de vraies raisons, quoi. Et j'ai rien trouvé. C'est-à-dire, j'ai rien trouvé d'absolument incontestable sur le fait qu'il faisait l'apologie du terrorisme ou qu'il incitait à aller poser des bombes dans les rues. Il n'y avait rien. Et alors là aussi, j'ai eu un réflexe, moi, qui me semble normal. J'ai écrit au ministère de l'Intérieur, mais a priori, j'ai été le seul à le faire en France, en tout cas le seul à l'avoir dit. J'ai fait ce qu'on appelle un recours gracieux et un recours hiérarchique, donc auprès de M. Bernard Cazeneuve, en demandant, écoutez, je ne comprends pas pourquoi ce site est censuré. Donc soit vous le demandez à ce qu'il ne soit plus bloqué, soit vous expliquez pourquoi. Et c'était il y a plus de 2 mois, et la réponse du ministère, ça a été ça, c'est-à-dire je ne vois rien, j'entends rien, je ne dis rien, c'est-à-dire j'ai eu aucun retour, donc le site est toujours bloqué aujourd'hui. Bon, il se trouve qu'il n'existe plus, mais peu importe, il est toujours physiquement, quand vous allez sur islamicnews.info, vous tombez sur la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Il n'y a aucune explication du ministère de l'Intérieur. La seule explication qui a été fournie, c'était dans Le Monde, pour dire que Islamic News avait publié en intégralité une conférence, enfin un discours audio du chef de l'État islamique, mais il se trouve que j'ai retrouvé l'article, et en fait, c'était tout en bas de l'article, vous aviez l'intégralité audio des extraits qui étaient commentés de façon géopolitique du commentaire, ce qui permettait à tout le monde de vérifier que le journaliste n'avait pas dit des âneries, en gros. Bon. Mais c'est la seule explication qu'il y avait, et donc là, j'en suis rendu maintenant à demander les motifs, parce qu'on est juridiquement au bout de 2 mois, il y a ce qu'on appelle le rejet implicite, donc ma demande de lever le blocage est refusée, et il va falloir l'attaquer aux tribunaux, et puis peut-être éventuellement aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour demander que la liberté d'information, dont je rappelle que l'ONU en 1946 a dit que c'était une condition essentielle à la paix, soit respectée. Et alors les États se sont dit, bon quand même, si on fait... Enfin, les États dits démocratiques se sont dit, si on commence à utiliser les mêmes techniques que dans les pays autoritaires, ça va peut-être se voir qu'on n'est peut-être plus tout à fait en démocratie, donc on va trouver un autre moyen de faire les choses. Et ils ont remarqué qu'en fait, aujourd'hui, sur Internet, on n'utilisait plus tellement de peer-to-peer, les relations directes entre les gens, et qu'on utilisait surtout des services où il y avait des intermédiaires, et que ces intermédiaires, ils avaient des contrats, où ils décidaient ce qu'on pouvait mettre sur les plateformes. Et donc toutes les plateformes, soit YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion, enfin n'importe quel service sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer, ils ont des contrats. Et alors c'est super, les contrats, c'est le coordinateur de l'Union européenne pour l'antiterrorisme qui l'a dit dans un document qui devait être confidentiel, mais il se trouve qu'il a été sorti par Statewatch. En 17 janvier 2015, donc à peu près un peu plus d'une semaine après les attentats de Paris, et qui a dit aux États membres, donc à des pouvoirs publics qui sont gouvernés par la loi, leur a dit, écoutez, on va faire un truc très simple, on va signaler aux plateformes des contenus qui ne sont pas illégaux. C'est-à-dire que dans nos législations qui sont adoptées de façon démocratique, etc., on a décidé que ce n'était pas illégal. Par contre, ça peut violer les conditions d'utilisation des différentes plateformes, ou en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on va faire en sorte que ça le soit. Et donc c'est le but de la réunion qu'il y a eu au mois d'avril entre le gouvernement et les principaux réseaux sociaux, essentiellement américains, parce qu'ils sont quasiment tous américains, pour discuter de ce qu'on pouvait faire pour mieux censurer des choses qui sont pourtant légales au point de vue de la loi. Et donc, quelques jours après cette réunion, Facebook a dit les terroristes n'ont pas leur place sur Facebook. Et puis donc, tous les réseaux sociaux, bon, c'était déjà le cas, si vous voulez, depuis quelques mois. Mais depuis, c'était le document de janvier que je vous ai montré, c'était la première fois que c'était écrit noir sur blanc, on étend progressivement la censure à des gens qu'on appelle terroristes. Alors les terroristes, c'est évidemment l'État islamique, c'est un peu moins évident pour tout le monde le Hamas en Palestine, mais ça a été aussi le Front de Libération pour la Bretagne, ça a été des gens comme Koupa, qui là vient d'être déféré par le parquet antiterroriste pour être jugé. Et puis ça a été pour les nazis les résistants
39-45, c'était des terroristes, c'était écrit noir sur blanc. Et puis, De Gaulle avait aussi ses terroristes. Les Algériens qui voulaient l'indépendance de l'Algérie étaient des terroristes. Donc le terrorisme, c'est une notion extrêmement politique. Et est-ce que vraiment vous pouvez laisser une notion aussi politique que ça à des contrats privés qui sont faits par des firmes américaines, à la limite, c'est pas le problème, mais en tout cas des firmes qui ne sont pas gouvernées par les lois françaises. Alors je reviens un petit peu sur le droit. L'ONU, en 2013, a dit une chose qui est évidente, mais c'est toujours bien qu'elle le dise, que les droits dont les personnes jouissent hors ligne, y compris donc vie privée et liberté d'expression, doivent être garantis également en ligne. Et elle a dit autre chose en 2011 qui est extrêmement important et qui est méconnu, c'est que les entreprises privées aussi doivent respecter les droits de l'homme. Il n'y a pas que les pays qui doivent respecter les droits de l'homme, mais aussi les entreprises. Et c'est d'autant plus important quand vous êtes une énorme entreprise. Facebook, si c'était un pays, serait le premier pays au monde en termes de population. Vous avez 1,4 milliard en mars 2015, 1,4 milliard d'individus tous les mois qui vont sur Facebook, qui vont notamment pour s'exprimer, pour rencontrer des gens, pour lire des informations. Et donc quand Facebook décide que des informations n'ont pas à être sur sa plateforme, il a un pouvoir de censure qui est au moins aussi important que la Chine quand elle demande à ces quelques 1,3 milliard d'individus, quand elle décide de censurer des contenus. Et alors je conclurai là-dessus, c'est simplement, moi j'ai un souhait. Aujourd'hui, vous voyez tous, quasiment tous, les grandes plateformes sur Internet, soit Google, Facebook, Twitter, je pourrais en rajouter, il y en a une quarantaine à peu près dans le monde. Aujourd'hui, bizarrement, il n'y en a pas en France, qui font des rapports de transparence. Alors c'est super les rapports de transparence, c'est-à-dire que ça vous dit les demandes de gouvernement quand ils vous demandent d'accéder à des informations personnelles. Par exemple, quand Facebook reçoit une demande du ministère de l'Intérieur, enfin en tout cas d'un service de police administrative ou judiciaire, pour avoir des renseignements sur un internaute, sur un compte, c'est rentré, on va dire, dans une base de données, comme quoi l'État a demandé des informations. Quand un État demande à ce que des contenus ne soient plus accessibles dans leur pays, c'est aussi entré dans une base de données, et tout ça, c'est publié. C'est super. Sauf qu'on parle que des demandes qui sont exprimées par des voies officielles et en violation de la loi. Et donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur le fait que les gouvernements aujourd'hui utilisent les contrats simplement en signalant aux plateformes, en disant « attention, le contenu que vous avez là, c'est peut-être pas conforme, c'est conforme à la loi, mais c'est peut-être pas conforme à vos contrats », ça n'apparaît pas dans les rapports de transparence, alors que c'est l'énorme majorité de la censure aujourd'hui. À chaque fois que YouTube censure une vidéo, que ce soit pour des raisons de droit d'auteur ou pour des questions d'irrespect de leurs conditions d'utilisation sur les plateformes, ça n'apparaît pas dans les rapports de transparence, alors que c'est l'énorme majorité des contenus qui sont supprimés. Ils ont un pouvoir aujourd'hui de censure qui est au moins aussi important que les États. Ils collaborent, sans qu'il y ait de connotation au terme collaborer, mais ils collaborent avec les États pour censurer des gens qui sont dits terroristes, et puis peut-être demain d'autres gens. Et ça n'apparaît pas dans les rapports de transparence. Donc juste si je peux passer un message aujourd'hui au Web Today, c'est si vous avez un tout petit pouvoir d'influence pour que les choses s'améliorent en matière de transparence, c'est d'exiger des entreprises qu'elles aient au moins le même niveau de transparence et peut-être un jour de démocratie que les États. Voilà. Merci beaucoup.